Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. Alors on commence, sur le projet Megatron. Vas-y Mustafa. Donc, durant cette semaine, j'ai fait une petite lecture et j'ai vu aussi quelques cours sur YouTube. Donc, pour moi, les circuits combinatoires, ça me paraît un peu facile, sauf quelques bémols sur quelques circuits combinatoires. Donc, par exemple, sur le comparateur, comment il fonctionne. Le shifter, donc moi j'ai une idée que le shifter, lorsqu'il fait le shift à droite, donc il fait la division, et lorsqu'il fait le shift à gauche, donc il fait la multiplication. Mais sur votre cours, j'ai eu une nouvelle notion, c'est la notion du taux. Ah oui. Donc j'ai pas bien compris les taux sur les shifters, les tendeurs de signes. Et la fonction de l'UAL. Ouais, donc nous avons deux entrées pour l'UAL. sur l'UAL et nous avons une troisième qui est la fonction. La fonction, l'entrée F, qu'est-ce qu'elle a comme, ou bien comment dirais-je, comment elle affecte le traitement pour la sortie. Elle est très facile, ce sont des notions faciles. La fonction, elle vous permet de choisir la fonction que vous voulez utiliser par l'UAL. Vous voulez l'addition, la soustraction, la division. Vous allez donner un code, par exemple 000, par exemple pour la fonction, ça va faire l'addition. Le code 001, ça va faire la soustraction. Ah d'accord, donc voilà. C'est les mêmes fonctions. C'est les mêmes fonctions mentionnées sur le tableau. Très bien. Voilà. Sur la figure en face. Ah d'accord. Voilà. Parce que j'ai cru que c'était juste des exemples, donc la fonction elle varie. Donc lorsqu'il s'agit de 3 zéros, donc c'est la fonction addition. D'addition. Ça dépend de l'UAL, mais les UAL tous fonctionnent de la même manière. Il y a une entrée pour les fonctions. Cette entrée vous permet de choisir la fonction que vous voulez utiliser par l'UAL. D'accord. Voilà. Ça ne fait rien, on va parcourir un peu. Alors, on va commencer, par exemple, par... Voilà, on va commencer par les notions. Alors, juste pour rappel, les circuits combinatoires ne contiennent pas de mémoire et ce sont des circuits ce qu'on appelle statiques. Les circuits séquentiels, ce sont des circuits qui possèdent une mémoire à l'intérieur et ils sont dynamiques. Alors, voilà. En principe, vous ne connaissez pas ces notions. Mémoire par mémoire, c'est assez facile. C'est facile. Oui. C'est facile. Statique, dynamique. Bon, statique, sur les circuits combinatoires, ils ont une entrée, un traitement et une sortie. Ils ne dépendent pas des résultats précédents. Par contre, sur les circuits séquentiels, lorsqu'on dit dynamique, donc la sortie, elle ne dépend pas de l'entrée, mais elle dépend aussi elle dépend aussi de l'entrée précédente, suivant un temps d'exécution précis. Oui, c'est ça. Je veux juste ajouter quelques mots. C'est que lorsqu'on dit statique, c'est par rapport à la liaison entrée-sortie. Pour les circuits combinatoires, on dit que les sorties sont statiques par rapport aux entrées. Ça veut dire, lorsqu'on donne une combinaison en entrée, il y a une seule combinaison qui est statique, adéquate à notre entrée. Par exemple, je vais prendre la page 2 de mon cours. Je vais prendre, on va chercher un exemple bien plus concret. Je vais prendre la page 2 de mon cours. Voilà, si on va par exemple à la page 2. Le circuit combinatoire, l'illustration du circuit combinatoire. D'accord. Si on suppose qu'on a 3 entrées, E1, E2, 3, et 3 sorties F1, F2, F3.
D'accord. Si pour une combinaison donnée, par exemple E1 c'est 0, E2 c'est 0, E3 c'est 0. Ça, en principe, c'est l'une des 8 possibilités, des 8 combinaisons possibles. Il n'y en a que 8. Possible. Voilà, il y a 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, et ainsi de suite. Il y a 8. Voilà, par exemple, je choisis la première. En supposant que le circuit combinatoire va faire le traitement, il va sortir, par exemple, une autre combinaison, par exemple, 0, 1, 0. D'accord. Supposons cet exemple. Je vais changer l'entrée. Je donne une autre combinaison. Par exemple, 1, 1, 0. Le circuit, il va traiter automatiquement, il va sortir une autre sortie différente. Différente, bien sûr. Différente, ouais. Voilà. Maintenant, je reviens à ma première combinaison, 0, 0, 0. Là, le circuit combinatoire doit sortir la même combinaison que c'est la première la fois. première, va très bien. Il doit ressortir la première qui est 0, 1, 0. Ça, c'est statique, ça ne change pas. Alors que le dynamique, pour la même entrée, il peut exister plusieurs combinaisons de sortie. Très très bien. Voilà, ça c'est en fonction du temps et en fonction des entrées précédentes, de la séquence des entrées précédentes. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon, voilà. Alors pour les portes logiques, le NOT, le AND, le OR, le NAND, le NOR, le XOR, le XNOR. En principe, ils sont bien connus. Ils sont bien connus, c'est des acquis, c'est bon. C'est des acquis. En principe, j'ai fait un exercice. Un instant. Il y a juste quelque chose qui est assez important. C'est les portes XOR, XNOR, c'est les buffers. Les deux derniers, buffer, tri-state buffer, qui sont assez importants. D'accord. Voilà. Ce sont les avant-derniers. Buffer et tri-state buffer. Le XOR, le XNOR, le buffer et le tri-state buffer. Voilà. Voilà, le buffer. Alors j'ai bien écrit, le buffer, il ne fait aucune opération logique, il est utilisé pour réduire la vitesse d'un signal dans certaines situations. Voilà, ça, c'est une porte juste à connaître, mais réellement on n'aurait pas besoin de l'utiliser. En principe, cette porte, elle est utilisée pour réguler la vitesse de la transmission d'un signal. Elle peut réduire... Vous pouvez me donner un exemple? Oui, bien sûr. Le buffer, en français, c'est un tampon. Bien sûr. Il va... Non, je veux un exemple concret. Ouais. Il correspond à quoi exactement sur le plan physique? Oui, j'arrive. Le buffer, c'est un tampon, ça veut dire que le signal, il va se transmettre, il va arriver au buffer, il va réduire de quelques nanosecondes sa vitesse. Alors, où est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise principalement lorsqu'on étudie ce qu'on appelle l'étude temporelle d'un circuit. Lors de l'étude temporelle d'un circuit, on a besoin de réduire le temps d'un signal. Dans certaines situations, on aurait besoin de réduire le temps du signal. On n'a pas besoin d'un signal rapide. Il va nous donner un résultat erroné. On a besoin de réduire le temps des signaux. Alors qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute un buffer. Voilà. Et ça, et son utilisation, elle est unique lors de l'étude temporelle d'un circuit. D'accord. Voilà. Le suivant, le tri-state buffer. Bien, le buffer 3 états. 3 états. C'est le buffer à 3 états. Ça permet d'utiliser le signal logique Z. Ça, c'est très important. Le signal logique Z, on va l'utiliser. On va beaucoup l'utiliser. Pardon, Azus. Ouais. C'est quoi exactement le signal logique Z? J'ai lu dans le livre. Non, pas sur le livre, sur votre cours toujours. Oui. Donc, si j'ai une entrée, par exemple une combinaison A, et j'ai sur l'entrée commande, bien le C, j'ai la valeur 0. Donc en sortie, j'ai la valeur Z. La valeur Z. Donc Z correspond à quoi? Ça correspond à un signal logique.
Elle correspond au troisième signal logique. Il y a le premier signal logique, c'est 0. Le deuxième signal logique, c'est 1. Et il y a un troisième signal logique, c'est le Z. Et qui est très utilisé. Il correspond à quoi le Z? Donc, on sait bien sur la représentation physique. Donc, le signal 0, c'est 0 volts. Et le 1, c'est 5 volts. 5 volts. Le Z, c'est quoi? La première chose à dire ici, c'est que Z n'appartient pas à la logique booléenne. Il ne se trouve pas à l'algèbre de Boole. Il n'y a pas de Z. D'accord. Z, c'est un signal qui est visible, qui est extrait sur le plan électrique, qui est visible sur le plan électrique. Sur le plan électrique, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie coupure du signal, coupure du courant, interruption du courant. C'est comme par exemple, il y a l'interrupteur, par exemple, l'interrupteur de la lumière. Lorsque je coupe la lumière, c'est le Z. Y a-t-il des questions? Oui, y a-t-il des questions? Ça, sûrement. Logiquement, tous les étudiants vont poser la même question. Si je coupe la lumière, c'est 0. À un moment, j'ai la valeur, c'est 0. Voilà. J'allume la lumière, c'est 1. Très très bien. Lorsque la lumière, elle est entre le 0 et le 1, c'est le Z. On entre dans une logique floue. Donc, ça, c'est le 0, entre le 0 et le 1, en principe, c'est interdit. C'est un signal interdit, en principe. Ah, d'accord. Mais ça ne fait rien. On va continuer sur cette logique parce que la plupart, ça c'est la difficulté du Z. Je ne veux pas la faire maintenant, mais on va l'expliquer maintenant. Et toujours, c'est quelque chose de normal. Tous les étudiants, ils vont se heurter à ça. C'est que lorsque je coupe la lumière, c'est que je suis 0. Alors que non, je ne suis pas 0. Je suis dans Z. Pourquoi je ne suis pas dans 0? Il faut savoir que 0, c'est lorsque votre signal est branché sur le pôle négatif. 1, lorsqu'il est branché sur le pôle positif. Lorsqu'il n'est pas branché du tout, c'est Z. C'est la valeur flottante, il n'y a pas de potentiel. D'accord. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Ah, j'ai compris. Voilà. Si vous voulez passer le signal 0, il faut passer 0 volts, il faut passer la borne négative, il faut passer le pôle négatif. Négatif. S'il n'y a pas de connexion ni sur le pôle négatif ni sur le pôle positif, c'est le Z. C'est une valeur flottante. On ne connaît pas réellement son potentiel. Il y a une deuxième remarque très importante à dire ici. C'est que le signal, c'est par potentiel, c'est pas par courant. C'est pas par ampérage. C'est pas, par exemple, s'il ne passe pas s'il y a un potentiel et il n'y a pas de passage de courant. Est-ce qu'il y a un signal ou pas? Est-ce que vous pouvez pour le signal, il est très important à mettre ça en évidence, c'est que le signal, lorsque je passe un signal par un courant électrique, le courant qui passe, il y a un courant qui passe. D'accord. Le courant n'a aucune signification pour la logique, ni 0 ni 1. Par exemple, je ne veux pas dire par exemple 1 ampère, ça veut dire c'est le 1 logique. Non. C'est bien sûr. Voilà. Le rapport, c'est par rapport au voltage. C'est par rapport au voltage, bien sûr. Voilà. Vous pouvez par exemple le courant, il n'a aucune signification. Le courant, il n'a... L'intensité du signal n'a pas de signification. Très très bien. C'est le courant qui nous intéresse. C'est le voltage. Voilà. C'est le voltage qui nous intéresse. C'est le voltage. Voilà. C'est la tension qui va décrire est-ce qu'il y a un signal ou pas. Est-ce que le signal est 0 ou 1. D'accord. Lorsque la valeur elle est flottante ou lorsqu'il y a 0, il n'y a pas de courant. Mais il y a un signal, c'est 0 volts. D'accord. Lorsque je coupe par exemple l'électricité, c'est la même chose. Il n'y a pas de courant et le voltage est combien? À 5. Je ne sais pas. Lorsque j'éteins la lumière. D'accord. Lorsque je coupe. Voilà, lorsque je coupe. Bien sûr. Je ne connais pas le voltage. Ah, bien sûr. Je ne connais pas le voltage, c'est parce que le voltage, c'est la différence de potentiel. C'est la différence de potentiel. Il y a sûrement une différence de potentiel. Il y a sûrement, par exemple, l'énergie électrique, l'électricité statique. Il y a sûrement un potentiel, mais peu importe ce potentiel, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de courant qui passe. En tout cas, cette différence de potentiel qui peut varier, c'est la valeur Z. C'est pour ça qu'on appelle la valeur flottante. Parce que généralement, physiquement, si on la teste par exemple, vous allez la voir qu'elle flotte, elle est flottante. Elle n'est pas fixe. D'accord. Voilà, ça c'est très important. Ça c'est une question récurrente concernant la valeur Z. Voilà, c'est le point à comprendre.
Voilà, ça c'est le Z. Le Z, c'est lorsqu'on coupe. Parfois, on a besoin de couper. Le Z, on l'a beaucoup utilisé l'année passée. On l'a beaucoup utilisé. Je vais vous donner un exemple. Juste pour voir le Z, c'était quel... je dois juste me rappeler les tri-state buffer. Je dois juste voir rapidement. Parce que l'année passée, le tri-state buffer est utilisé dans les bus. On a un bus unique, parce que notre architecture doit être simpliste. On devait utiliser une architecture basique, dans laquelle on n'avait qu'un seul bus. Le seul bus, il est partagé par 4 entrées. Comment les partager? Il faut couper les autres. Il faut couper 3 entrées et laisser qu'une seule qui contrôle le bus. Comment on les coupe? On les coupe par Z, par le tri-state. Par les tri-state buffer. Voilà, je vais vous montrer à peu près comment ça fonctionne. Voilà, les tri-state buffer, c'est ici. Voilà. C'est celui-là. Voilà, c'est 74-244. Voilà, c'est ça. C'est le 74-200. C'est cette puce. C'est une rangée de 8 bits. Tri-state buffer sur 8 bits. Je n'ai pas encore. Ouais. J'attends. Les architectures simplistes, toutes, elles utilisent le tri-state buffer. Toutes utilisent le tri-state buffer pour couper. 74, 3, 44. 44. 244. 2, 44. On l'a acheté, je l'ai. Il est très important. Il est très très important. C'est les buffers, tri-state buffer. Voilà. Okay. Voilà. Globalement, on va voir 2 caractéristiques qui sont le fan-out et le fan-in. Le fan-in. Voilà, le fan-in, c'est très simple. C'est le nombre d'entrées dans une porte logique. Par exemple, la page 4. On peut voir un exemple du N3. Ouais. Voilà, qui a 3 entrées. A, B, C. 3 entrées. A, B, C. Voilà, c'est le fan-in. Ça, c'est le fan-in. Le fan-in, il peut être écrit avec le nom de la porte. Par exemple, dans l'exemple, on a écrit N3. N3. Voilà, le 3, c'est le fan-in. Le fan-out, dans la page précédente, dans la page 3, le fan-out, qu'est-ce qu'il représente? Il représente, vous avez une sortie de porte. Votre sortie, elle peut être utilisée. Utilisée par 3, par exemple, le fan-out 3, donc elle peut être utilisée par 3. Au maximum. Au maximum 3. Comme entrée par, voilà, au maximum par 3 portes suivantes. Si on ajoute le 4e, le signal ne va pas passer. Et ça, c'est juste un problème électrique, physique, d'énergie. Une porte. D'accord. Azouz, j'ai une question. Oui. Est-ce que, par exemple, si j'ai un fan-out de 3, donc, là, j'ai une sortie qui est branchée sur 4 portes logiques ou bien 4 circuits. Donc, à l'entrée de 4 circuits. L'alimentation ou bien le signal ne peut pas atteindre un des portes logiques ou bien un des entrées de... Non, les 4, c'est les 4. C'est vrai que j'ai dessiné le 1, mais c'est les 4. Le signal ne va pas. D'accord. C'est pour les 4. C'est un problème d'énergie. C'est comme par exemple, par exemple, on n'a pas assez d'énergie pour fournir, par exemple, la limite c'est 3 postes, par exemple. Voilà, on peut monter, par exemple, un immeuble. Voilà. On peut pas alimenter, par exemple, 4 immeubles. J'ai la puissance pour alimenter que 3. Si je... Par exemple, donc à son égard, donc ils mettent un poste. La norme, elle dit un poste de 60 kVA pour 50 logements. Voilà. Donc, si on met plus de logements, on ne peut pas les desservir tous. Voilà. Donc, on aura une chute de tension pour tous. L'ensemble des habitations. Pour l'ensemble des habitations. Voilà. Voilà, c'est le principe du fan-out. Bien sûr, le fan-out, fan-in, il y a encore plusieurs caractéristiques concernant les portes logiques. On trouve ça sur ce qu'on appelle les datasheets. Vous connaissez ça en principe, non? Je sais pas. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Datasheet, si on par exemple, je tape juste pour voir, juste le circuit qu'on vient de voir sur le... Voilà, ça c'est le datasheet
Concernant je vais choisir celui-là. Concernant les tri-state buffer, on va le voir. Juste pour voir toutes les caractéristiques sont ici. Dans le fan-out et le fan-in. Voilà, voici le datasheet. Ça, c'est pour le 74-244. Je sais pas où est le fan-out. Anyway. En tout cas, c'est le datasheet qui nous donne le fan-out. Nous donne en sortie combien, au maximum, on peut brancher de input. Voilà, ça c'est le datasheet. Voilà. D'accord. Voilà, on continue. Là, c'est la définition. La définition, il faut me la donner. Elle est assez difficile. Je sais qu'elle n'est pas facile. Je l'ai fait, j'ai fait hier, j'ai fait cette semaine en cours. C'est difficile. La définition, ça c'est la définition formelle d'un circuit combinatoire. C'est la définition exacte. Il y a des règles. Il y a 5 règles à respecter pour pour qu'un circuit combinatoire soit correct. Sinon, c'est. Alors, vous les avez vus? Les 5 points, bien sûr. Donc voilà. Nous avons l'élément, peut-être un circuit combinatoire ou bien une porte logique. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire un circuit combinatoire? Un circuit combinatoire, c'est une combinaison de portes logiques. Non, la question est sur ce que tu viens de dire. Tu m'as dit, c'est une porte logique ou bien un circuit combinatoire. Qu'est-ce que vous insinuez par là? C'est soit le porte logique par rapport au graphe. Par rapport au graphe. Par rapport au graphe. Page 4, de la page 4. D'accord, donc sur la page 4, nous avons une définition du circuit combinatoire, c'est que le circuit combinatoire est un graphe orienté. Ouais. Donc, où sont les liaisons entre les éléments qui sont des liens orientés. Donc, l'élément, il peut être un circuit combinatoire, comme il peut être une simple porte. Très bien. Comment il peut être un circuit combinatoire? C'est un circuit combinatoire à l'intérieur d'un circuit combinatoire. Des circuits, c'est la caractéristique de l'emboîtement. Très bien. Voilà, c'est ça ce que je voulais entendre. C'est l'emboîtement. C'est un petit circuit combinatoire à l'intérieur d'un grand circuit combinatoire. D'un grand circuit combinatoire. Ce concept très important. C'est ce qu'on appelle, c'est le même concept des fonctions dans la programmation. On utilise des fonctions pour dire que c'est le principe de la modularité. La modularité. Voilà, qu'on avait étudié en génie logiciel. Ça veut dire que je vais subdiviser, lorsque j'ai par exemple un circuit de grande taille, je vais subdiviser un circuit en plusieurs petits circuits. Et ainsi de suite. Il y a, je sais pas, c'est une expression bien connue dans la programmation. C'est diviser pour régner. C'est le même principe de génie. Si on prend la carte mère, donc on peut la considérer comme un grand circuit combinatoire qui est composé d'un ensemble de circuits combinatoires. Par exemple. Voilà, très bien. Je vais juste voir le cas concret. On va voir par exemple le Gigatron. Le Gigatron, vous allez voir que le principe de l'emboîtement, c'est quelque chose de très important, parce que c'est quelque chose de très utile. Et à chaque fois, on devrait faire la modulation pour simplifier les choses, voilà, c'est l'expression de diviser pour régner. Voilà, c'est bien résumé. Voilà, vous allez voir. Par exemple, si je prends par exemple l'UAL, vous allez voir, l'image va venir. L'UAL, je vais entrer à l'intérieur de l'UAL. On voit l'UAL, il y a plusieurs chipsets. Voilà, et ainsi de suite. C'est un circuit qui est à l'intérieur d'un circuit. Donc, en attendant l'image, donc le deuxième point, c'est que le lien est un fil électrique transportant le 0 ou le 5 volts. Très bien. Donc c'est élémentaire aussi, bien sûr. Oui. Pour chaque combinaison d'entrée, il n'existe qu'une seule et unique combinaison de sortie. Voilà. Ça, c'est une caractéristique des circuits combinatoires. Combinatoire. C'est l'aspect statique. Très bien, voilà, c'est l'aspect statique. D'accord. C'est d'où vient le nom combinatoire, ça vient de là.
Des combinaisons, bien sûr. Voilà, des combinaisons statiques. Voilà. Mm. En plus, j'ai dit que c'est une fonction, c'est une application. C'est une application. Ah, bien. Parce que lorsqu'on représente le mathématique, donc on écrit f de a, b, c, c'est une fonction a ou b et par exemple. Très, très bien, très, très bien. Vous allez voir qu'on va utiliser cet aspect de fonction pour décrire les sorties par rapport aux entrées. On va le voir après. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, le quatrième point, l'entrée d'un élément ne peut recevoir son signal de plus d'une seule sortie précédente. Le cas échéant induit à un court-circuit ou contention. Contention. C'est tout à fait normal. Donc l'entrée, elle ne peut être desservie que d'une seule sortie précédente. Très, très bien. Et Donc, inverse? L'inverse, est-ce que c'est correct ou pas? la sortie, elle Elle, peut. est-ce qu'elle peut partir, est-ce qu'une sortie peut être déversée vers plusieurs autres entrées suivantes? 3, 4 entrées suivantes, par exemple. Une sortie. Une sortie d'une porte, est-ce que je peux la déverser sur plusieurs entrées pour les portes suivantes? 3, 4. Est-ce que je peux le faire? Euh, Bien sûr. Voilà. Parce que nous avons la caractéristique du fan Très, très out. bien, très, très bien. Voilà, c'est ça le concept. Le concept, c'est très simple. C'est qu'une sortie, je peux la disperser, mais l'inverse, je ne peux pas. Ça veut dire, On peut pas, ouais. voilà, une entrée, elle ne peut recevoir que d'une seule sortie précédente. Elle ne peut pas avoir de deux. Parce que Parce que, on peut tomber de tension. Par exemple, deux circuits, ils émettent deux signaux différents ouais, pour la même entrée. ouais. Donc, on peut pas interpréter ce signal, on peut pas le lire parce qu'il sera erroné ou bien il va causer un C'est court-circuit. court-circuit, il n'y a pas de résistance. Il y a un fil, il n'y a pas de résistance entre le plus et le moins. Ouais, c'est Et un le court-circuit. Voilà, très, très bien. Le cinquième, Le cinquième, c'est le chemin des signaux. Ça, c'est un point que j'ai pas bien compris, hein. vas-y. Donc, le chemin des signaux ne peut pas traverser un élément plus d'une fois. Plus d'une fois. Autrement dit, il n'y a pas de cycle, de boucle dans le cycle. Alors, le point, je l'ai lu pas mal de fois et je l'ai pas bien compris. C'est assez simple, on va le voir. C'est le point 4 qui pose généralement problème, mais ça ne fait rien. On va voir par exemple le schéma de la page 4. D'accord. Supposons, ça c'est un graphe orienté. Mhm. On a les entrées, on a les sorties. Bien sûr. Par exemple, dans le schéma, on avait 4 entrées et 3 sorties. D'accord. Si on fait l'énumération de tous les chemins possibles des entrées vers les sorties, tous les chemins possibles. Par exemple, je prends le premier chemin, il va passer par le premier élément CC, après il va directement sortir. Directement sortir. Ça- Ça, c'est le premier Premier chemin. Deuxième chemin, la même chose. La première entrée, il va vers CC, il passe vers le deuxième CC en bas, CC, voilà. vers la C'est la sortie. deuxième sortie. Je fais tous les chemins. Je fais tous les chemins. Il ne faut pas que dans ces chemins, je trouve un élément qui est répété 2 fois. Par exemple, j'ai passé par le premier élément, j'ai passé vers le deuxième élément et je suis retourné vers le premier élément. Par exemple, je passe une deuxième. Ça c'est une boucle. Ah, d'accord. Ça, Ah, bien sûr. c'est une répétition. Ça c'est interdit dans les circuits combinatoires. D'accord. Pourquoi? C'est logique. Parce que les entrées ne dépendent pas des sorties. Ça va fausser le signal. Voilà, ça va fausser le signal. fausser le signal. Ça va boucler, le signal va boucler. Ça va fausser le signal. Par contre, dans les circuits séquentiels, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est bien sûr. obligatoire. Vous devrez avoir une boucle. Dans les circuits séquentiels, c'est obligatoire. Voilà, et c'est tout. C'est assez simple. Voilà, c'est l'heure de la prière. Ah, bah bon. Ouais. احنا اذن سمعتوش. والله اذن ثم اذن قبلكم عندنا قبلكم منا أذن والله. ايه ايه روحوا نصلي ان شاء الله ونكملوا صلي ونولي يا دكر d'accord. ça. Alors on continue. Où est-ce qu'on était? On avait terminé la définition. La spécification des circuits combinatoires. Point 5. Circuit combinatoire. Voilà, dans la spécification, c'est très simple. Il y a deux façons de spécifier un circuit combinatoire. C'est les fonctions booléennes et la table de vérité.
Voilà, la spécification, c'est la description du fonctionnement. La description, la spécification formelle, ça veut dire exact, mathématique. D'accord. Voilà, on a deux outils, c'est les tables de vérité et les Fonction booléenne. fonctions booléennes. Voilà. Par exemple, hein, j'ai pris un exemple, j'ai pris deux fonctions, enfin, ça c'est la page 5, la fin de la page 5. Voilà, F1, F2, elle décrit deux fonctions, et on peut directement à partir des fonctions dessiner le logigramme. D'accord. Y a-t-il des questions? Non, non. Est-ce que c'est facile de dessiner le logigramme à partir de fonctions? Non, c'est facile. C'est assez facile. C'est juste Ouais, c'est facile. voilà, c'est l'arborescence des opérations. On prend l'arborescence des opérations. Voilà, il y a plus, je mets n'importe où, il y a... D'accord. D'accord. Non, Voilà, c'est facile. c'est facile. C'est pas... Voilà, la table de vérité, c'est aussi facile. La table de vérité, c'est juste le... c'est juste C'est les combinaisons, mentionner les combinaisons possibles et... Voilà, c'est toutes les combinaisons possibles des entrées. On doit calculer, voilà, on substitue A et B dans les fonctions. On calcule le résultat et le résultat sera, voilà, sera mis dans les tables. Dans les tables. Voilà, c'est assez facile. Voilà, ce sont les deux méthodes principales pour représenter un circuit combinatoire. Voilà. La page suivante. Voilà, la page suivante, c'est l'étape conventionnelle de construction d'un circuit combinatoire. Là, c'est très important. Là, c'est important parce que c'est ce que vous allez faire pour concevoir un circuit combinatoire. On devrait suivre ces 5 étapes. La première étape, c'est le schéma global, table de vérité, fonction booléenne, table de Carnot, simplification algébrique et logigramme. Voilà, on va faire un exemple, le circuit combinatoire d'un afficheur 7 segments. Je ne sais pas ce que vous connaissez ça. Après, si vous connaissez un afficheur... Non, bien sûr, là, même c'est quelque chose de... C'est élémentaire. C'est élémentaire, voilà, très très bien. On commence par la première étape, le schéma global. On a 4 entrées et on a 7 sorties. Pourquoi? Donc, pourquoi quoi? Les 4 entrées et les 7 sorties. Pourquoi 4 et pourquoi 7? Ouais. Pourquoi les deux? Donc, pour les sorties, les 7 sorties, chaque sortie représente un segment de l'afficheur. Très très bien. D'accord. Et les 4 entrées, c'est pour les combinaisons. Voilà. Pour les combinaisons. Par exemple, qu'est-ce qu'on a comme entrée? Par exemple, si on a 4-0, Ouais. donc on a la valeur 0 pour afficher le 0. Donc, on aura le A à 1, B1, C1, D1, E1, F1 et le G à 0. Très très bien, voilà c'est tout. On fait la même chose pour le reste, pour le 1, pour le 2, pour le... Très très bien. C'est l'entrée, elle est en binaire. La sortie, elle est le code du segment. Le code du segment. Et on a mis 4 entrées, c'est pour parce que un afficheur à 7 segments, il peut afficher du 0 jusqu'à 9. Donc il va afficher 10 valeurs. Et 10 valeurs, ils peuvent être représentées par 4 bits. Voilà, très très bien. Il y en a 6 valeurs qui ne seront pas utilisées. Qui ne sont pas utilisées, bien sûr. Voilà. C'est du 11 jusqu'au 15. Voilà, directement à partir de cette... Du 10 au 15. Du 10 au 15, voilà, 6 valeurs de 10 au 15. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la table de vérité. Il suffit de comprendre ce que fait votre circuit combinatoire et on la dessine directement. Ça veut dire, la description que vous venez de me donner, c'est comment ce circuit fonctionne. Alors, vous connaissez le fonctionnement, vous appliquez directement, voilà, 000, vous appliquez 0001, vous appliquez, et on va remplir la table. Alors, juste pour les 6 valeurs qui ne sont pas utilisées, on va mettre à 0. Ça veut dire, on va éteindre l'afficheur. Éteindre l'afficheur, oui. Voilà, très très bien. Ça, c'est la deuxième étape, elle est très simple. La troisième étape, c'est les fonctions canoniques, disjonctives. D'accord. Voilà. Donc là, par exemple, si nous avons, selon ma compréhension, donc nous allons représenter 10 valeurs du 0 au 9. Mais par contre, les fonctions canoniques disjonctives, nous aurons sur l'exemple 8. Oui. Pourquoi? Donc 8 représentations disjonctives. Donc c'est ma question. Ouais. Pourquoi on va avoir 8
au lieu de 10. Très très bien. La première chose à dire, pourquoi premièrement on utilise les fonctions canoniques disjonctives. Pourquoi ce nom un peu étrange, un peu canonique disjonctive. D'accord, c'est un peu intimidant, mais la raison elle est très simple. Il faut savoir juste quand est-ce, quel que soit même pas dans les circuits combinatoires. Quelle est l'utilité de cette méthode? Les fonctions canoniques disjonctives, c'est une méthode. Elles permettent d'extraire les fonctions à partir des tables de vérité. Vous avez une table de vérité et vous n'avez pas les fonctions, par exemple. C'est ça le problème. On a la table de vérité, mais on n'a pas encore écrit les fonctions booléennes. Pour les écrire, on n'a qu'une seule méthode. Les fonctions canoniques disjonctives ou bien les fonctions canoniques conjonctives. Ils sont équivalents. Ils sont ce qu'on appelle... comment on appelle ça? Ils sont... Ils sont... comment dire? Complémentaires, voilà. Ils sont complémentaires. Les fonctions canoniques disjonctives, conjonctives, ils sont complémentaires. Si vous trouvez l'un, vous pouvez déduire l'autre. Ça ne fait rien. Là pour les fonctions canoniques disjonctives, le rôle c'est quoi? Le rôle est bien précis. Vous avez la table de vérité et vous n'avez pas les fonctions booléennes. Vous allez utiliser la méthode des fonctions canoniques disjonctives pour sortir les fonctions. Alors, pour notre exemple, on n'a pas fait toutes les fonctions. On a fait que la fonction de A, que le segment A. D'accord. Le segment A, si on voit par exemple la table, le segment A, il a 16 combinaisons. Par exemple, si je veux afficher la valeur 0, le A va être affiché. Si je veux afficher la valeur 1, le A ne va pas être affiché, et ainsi de suite. Est-ce que c'est normal? D'accord. Donc là, je viens de comprendre. Donc, cette fonction, elle représente uniquement le segment A. Voilà. Donc là où j'ai un 1, donc ça signifie que j'allume le segment. Voilà. Donc je prends la combinaison des entrées. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai eu 8. Je viens de comprendre, c'est bon. Voilà, c'est ça j'ai qu'un seul segment. On a fait l'exemple sur un seul segment, c'est assez long. Dans la série, on a fait tous les segments. Mais pour ça, on a fait que le segment A. Le segment A, même on peut directement le déduire. Par exemple, 0,0, c'est sûr que je vais allumer le A. Pour le 1, c'est sûr que je ne vais pas allumer le A. Pour le 2, je vais allumer. Pour le 3, je vais allumer. Pour le 4, non, je ne vais pas allumer. Voilà, on peut directement tracer la table. Lorsque j'ai la table, j'ai des 1 et des 0 pour le A, pour la colonne A. J'ai en principe, je vais compter les 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 et 8. Voilà, j'ai 8 1 et 8 0. Alors, les fonctions canoniques, disjonctives et conjonctives, ils sont complémentaires. Alors, les fonctions canoniques disjonctives, ils représentent les 1. Et conjonctive, il représente les 0. Comment ça, il représente les 1? Là, on a fait la conjonctive. Comment il représente les 1? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le premier terme, par exemple E3 bar fois E2 bar fois E1 bar fois E0 bar, il représente le premier 1, le 1 de 0, 0, 0, 0. Est-ce que vous avez compris? Oui. Le deuxième 1, voilà, c'est le troisième en principe. Troisième position. C'est pour la valeur 2. Voilà, c'est E3 bar, E2 bar, E1, E0 bar. Pourquoi? Pardon, Azus? Pourquoi on choisit le 1? On choisit les 1, c'est sur cette position que le segment est allumé. Est allumé. Voilà, dans les fonctions. La fonction A, par exemple. La fonction A qui est en fonction des entrées. C'est ça? D'accord, oui. La fonction, elle est fonction des entrées. Là, j'ai 8A. 8-1. Pardon. J'ai 8-1. C'est ça? C'est ça, oui. J'ai 8-1. Je vais prendre n'importe quel 1. Je vais prendre par exemple le premier. Premier 1. Le premier 1, je veux, lorsque j'ai la valeur en entrée 0, 0, 0, 0, je veux que ma fonction retourne la valeur 1. Alors, comme astuce, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que j'ai mes variables E3, E2, E1, E0. Si je barre les 4, E3 bar, E2 bar,
E 1 bar, E 0 bar. Et si je donne en entrée la valeur 0, 0, 0, 0, ça va être 0 bar, 0 bar, 0 bar, 0 bar. Alors les 400 bars, ils vont, et c'est un Donnez, A, donnez le 1. donner la valeur 1. Voilà, très bien. Ça veut dire chaque terme, il représente un 1. On appelle ça les min-termes. Lorsqu'il y a une multiplication, lorsqu'il y a un AND entre les termes, on appelle ça un min-terme, c'est les plus utilisés. Mais c'est pour les uns. Un min-terme, chaque min-terme, là j'ai 8 min-termes, chaque min-terme il représente un 1. Le min-terme, qu'est-ce qu'il doit? Il doit retourner 1 lorsque son entrée est à 1. Je cherche les 1, l'entrée à 1. Je vais faire en sorte, avec le bar, avec le note, sur les variables, faire en sorte de donner la combinaison adéquate pour sortir la valeur 1. D'accord. Juste pour comprendre. Par exemple, on va voir la valeur 9, par exemple. La valeur 9, il y a le 1 qui est activé. Alors, la valeur 9, son min-terme, c'est E3, E2 bar, E1 bar, E0. E0. Parce que lorsque je donne 1, 0, 0, 1, ça va me donner 1. Voilà. Pour les fonctions conjonctives, c'est le complément. Comment on fait? C'est le complément de la fonction. Donc, C'est le on va complément voir de disjonctif. disjonctif. Donc on aura des c'est le complément. Donc on aura E3. Ça veut dire je cherche les zéros. Je cherche le 0, oui. Voilà. Chaque zéro, il va représenter ce qu'on appelle. Nous aurons E3 bar. Ou c'est des ou au lieu de AND. Vous avez visé le deuxième zéro, le 0 de 1. L'autre est 1. 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Voilà, 3, 0, 1. 3, 0, 1. Voilà, vas-y. Donc, Ça va être ça va être E3 bar Mhm. ou E2 bar ou Mhm. Mhm. E1 bar Mhm. ou E0. Mhm. Le mi-terme suivant, il sera un AND. Oui. Normalement, c'est comme ça. Normalement, c'est comme ça, mais c'est un peu inversé. C'est pas exactement correct. Ah, d'accord. Parce qu'on cherche les zéros. Faut pas oublier. Un max terme, il représente un 0. Ça veut dire, si j'entre 0, 0, 0, 1, ça doit me retourner un 0. Vous avez mis E3 bar, E2 bar, E1 bar, E0. C'est ça. Oui, Ça donne 1, ça donne pas 0. ça donne un 1, oui. Parce que c'est un ou. C'est l'inverse. C'est E3, E2, E1, E0 bar. Là où il y a un, je barre. Ah, d'accord. Voilà. Comme ça, il va me donner un 0. C'est sûr qu'il va me donner un 0. Ah oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Avec la multiplication sur les max termes, c'est sûr, c'est au moins 1 qui est 0. C'est tout le reste, c'est toute la fonction qui va me retourner un 0. Un 0. Je la force à retourner un 0. Voilà, c'est ça le max terme. Alors, il y a toujours le débat. Est-ce que j'utilise le max terme ou bien le min terme? Est-ce qu'on doit utiliser le max terme ou bien le min terme? Là, Donc, oui. moi, personnellement, je préfère les mi-termes. Hein. Oui, mais malheureusement, c'est pas une affaire de préférence. C'est une affaire d'optimisation. Optimisation, bien sûr. Il faut prendre celle qui vous donne le moins de termes. Le moins de termes, oui. Voilà, vous avez par exemple 10 1, c'est sûr que vous aurez 6 0. Je vais prendre Ah, 6-0, bien sûr. les C'est zéros. Voilà, les max termes, les conjonctifs. Voilà, toujours je minimise. Toujours, on a besoin de minimiser. Voilà, je prends le minimum toujours. Voilà. Après avoir sorti l'étape 3, après avoir sorti les fonctions, là, on va faire la simplification. Toujours dans un souci de minimisation. Minimiser, voilà, minimiser les... Voilà. Est-ce qu'on avait parlé la fois passée des intérêts de la minimisation? Pourquoi on minimise? C'est quoi Oui, on minimise pour minimiser pour faire circuler rapidement le courant, Ouais. le signal plutôt, Signal. et pour minimiser la consommation de l'énergie, et pour minimiser aussi les composants, les circuits combinatoires. Le prix, très très bien. Et pour minimiser aussi le schéma. J'ai oublié le quatrième point, c'est pour schéma. simplifier le schéma.
On simplifie le schéma, ouais. Voilà, très très bien. Là, pour la minimisation, généralement, on a deux méthodes. On a l'étape de Carnot. Je ne sais pas ce que vous vous rappelez de l'étape de Carnot. J'ai essayé de bien suivre, mais je sais que là, on va mettre la fonction issue de la table de vérité. Mhm, Donc, on va la représenter sur un tableau mhm. euh, et puis rassembler les 1 ensemble. Ouais, ouais. Donc, mais comment les rassembler? Parce que, bon, là, c'est simple. Mhm. Donc, quelle est la façon de rassembler les 1? Ouais, ouais. Par exemple, sur la colonne 0,1, pourquoi ne pas rassembler les trois 1 qui se suivent Mhm. sur la même colonne? Voilà. Et on a pris uniquement 2 au Mhm. lieu de 3. Voilà, il y a des règles. Là, pour les tables de Carnot, il y a plusieurs règles pour que la table soit correcte. La première des choses à dire, la table de Carnot, elle ne concerne qu'une seule colonne. Il y a beaucoup d'étudiants qui se trompent ici. Là, c'est une fonction, ça veut dire qu'une seule colonne. Là, c'est la table de Carnot de A. Pour le B, c'est une deuxième table de Carnot. Et ainsi de suite. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque à dire, la table de Carnot, c'est une table de vérité. C'est une table de vérité, elle est juste représentée d'une façon croisée. Elle est croisée. Voilà, par exemple, si je prends quel que soit le 1, par exemple le premier 1, je croise 0, 0, 0, 0, ça veut dire que c'est le 1 de l'autre est 0. C'est le 1, voilà. Voilà, très très bien. La troisième remarque à dire, c'est que si on voit la table de Carnot, le plus important, c'est l'adjacence. L'adjacence, c'est les voisins. Donc vous avez dit que la table de Carnot se base sur l'adjacence des 1. C'est le voisinage. Le C'est le plus important, voisinage. c'est le voisinage. La table de Carnot, elle détecte le voisinage. Quels sont les 1 qui sont voisins. Mais pourquoi le voisinage? Parce que si on prend par exemple, si on voit les colonnes. La première colonne, c'est 0, 0. Après, c'est 0, 1. Après, c'est 11. Après, c'est 10. Bien sûr. Pourquoi elle est de cette manière? Ça, c'est pas l'ordre normal. L'ordre normal, c'est 0, 0, 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Voilà. Là, c'est l'ordre, ce qu'on appelle l'ordre de Gray. L'ordre de Gray, qu'est-ce qu'il stipule? Il stipule que pour passer d'une valeur à la valeur suivante, vous avez le droit que changer qu'un seul bit. Vous n'avez pas le droit de changer deux. 2 bits. Ah, d'accord. Voilà. Par exemple, là, lorsqu'on passe de 1 à 3, là, je ne parle pas en binaire, je parle en décimal. Je parle par exemple de 0, voilà, 0 à 1 à 11, de 1 à 3. Là, je viens de changer le bit de droite. Le bit de droite. Ah, de gauche, pardon. Le bit de gauche. Ah, la gauche, oui. Le bit de gauche, c'est un seul bit. Je ne peux pas passer à C'est le 10. zéro. Je ne peux pas passer à 10 parce que, dans ce cas, je change deux bits. Ça, c'est 2 interdit. bits à la fois. Euh, D'accord. voilà, le fait de changer un seul bit, c'est très important ici. Ça veut dire que il y a deux 1 qui sont voisins, il n'y a qu'un seul bit qui est changé, qui vient de changer. D'accord? D'accord. Mais qui vient de changer où? Il vient de changer dans les variables. Je vais vous donner un exemple très simple. Là, il faut bien comprendre ça. On va prendre un exemple. Là. On prend par exemple, on a la table de vérité, on va prendre par exemple les deux 1 les plus à droite. Au fond, à droite, en haut. D'accord. Voilà, les deux 1, si on voit, ce sont des mi-termes. Ce sont lesquels? Lesquels mi-termes? C'est le E3, E2 bar, Uh-huh. E1 bar, E0 bar. Ça veut dire c'est la valeur. Euh, Prends ton temps. Là, ça demande un peu de papier et stylo. bien, Voilà. bien. Il faut les écrire pour bien comprendre. C'est quelle valeur? Je veux la valeur en entrée. C'est le 2. C'est le 2. Très très bien. Et en bas? Ça doit être le 3. Non. Non, c'est pas le 3. C'est le. Ça, c'est le voisinage. C'est le. Voilà. C'est le 1, 0, 0, 1. C'est le 9. Non. Essaye de. C'est le 1, 0, 1, 0, 0, 1. C'est le. Non, c'est le. Donc, c'est le E3,
E2 Ouais. bar, Mhm. E3, E2 bar, E1 bar, E0. Oui. Et c'est la valeur, ouais. C'est la valeur. C'est la valeur 10. Valeur, non. Non, mais je dis. C'est le 1001. Non, c'est pas ça. C'est le 0110. E1, E0. 01. Il faut bien voir la table, hein. Le E1 et le E0. Ah, pardon, pardon. لا l'ordre. Ah, vous avez C'est le raison, vous E3, avez raison. E2, E1. D'accord, donc c'est le 1001, c'est le 9. C'est le 9, c'est le 9. Et la première, combien on a dit? C'est le 10. C'est pas le 2 C'est alors. le 1. Ah, c'est pas le 2, c'est Ouais. le 1000. C'est le 8. C'est le 8, voilà, c'est le 8 et le 9. Ouais, le 8 et le 9. Vous allez les écrire, vous allez les écrire. Est-ce que vous les avez écrits? C'est le. En fonction des variables. E3, E2, E1. C'est le 1, 0, 0, 1. Voilà. Non, c'est bon. C'est bon. Ce qu'on va faire, vous allez essayer de trouver un facteur en commun. Vous allez le faire sortir. عامل مشترك. Dans la fonction, dans cette formule. C'est le 1, 0. Non? Non, c'est en E, en variable. E3, E2, Ah, E1, 0. c'est le E3, E3, E2 bar. C'est sûr, t'es sûr? Ouais, bien sûr, parce qu'on est sur la colonne. On est sur la colonne de E3, E2 bar. C'est le 9 et le 8. C'est le 9 et le 8. C'est le 9 et le 8. Euh, Comment le 9 et le 8? Bon, le facteur en commun, c'est euh, qu'ils ont les mêmes bits, les mêmes variables. les mêmes variables. Mhm. Voilà, les mêmes variables, C'est c'est les variables, c'est le E3 et le E2. C'est tout. Le 1. Ouais, même le E1, oui. Même le 1. Voilà, il en a 3. E3, E2 bar, E1 bar, c'est ça? E1 bar, oui. Voilà, on va les sortir. Qu'est-ce qu'il reste? Ah, d'accord, donc la table de Carnot, elle fonctionne comme ça. Oui. Nous, on est en train de... Chaque min-term, il représente une valeur dans la table de Carnot. Mais on va les sortir, on va les faire Donc, sortir, juste pour voir. Tu m'excuses, Aziz. Oui. Donc, sur la fonction minimisée, donc les min-terms, j'aurai des min-terms, Mhm. c'est toujours des min-terms Mhm. qui ont les mêmes, qui ont des variables en commun. Donc, les variables en commun, on les fait sortir. On les fait sortir, voilà. Ah, d'accord. Donc, Si on les fait sortir, on va juste continuer. Si on les fait, voilà. Voilà. E0. On les fait sortir, voilà. Donc, c'est le E3, c'est le E2 bar, E1 bar. Voilà, ça c'est le facteur en commun. C'est le E3 bar. C'est E3. Tu n'as pas pu voir. Ah, d'accord, ah, c'est bon, c'est la deuxième. Donc, moi, je me suis basé sur c'est la troisième plutôt, c'est le troisième mi-terme. Donc, Voilà, on a c'est bon. le 9 et le 8. Le 9 et le 8. Le 9 et le 8. Vous allez créer leur min-term et vous allez essayer de faire la réduction. Vous allez voir que ça va sortir tout seul. Vous allez chercher qu'est-ce qu'il y a comme facteur en commun. D'accord. Donc, les facteurs en commun, c'est ça, c'est le E3, E2 et le... E1. E2 bar, E1 bar. Bien sûr, E2 bar, E1 bar. Voilà, on les fait sortir. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le E0. Quel E0? Il y a E0 bar et E0 normal. Puisqu'il y a deux Voilà, termes. le E0 bar et le E0 normal. E0 bar plus E0 normal, c'est ça? E0 normal, oui. C'est plus.
C'est plus, oui. Voilà. On a par exemple x plus x bar est égal à quoi? X plus X bar. L'algèbre de C'est le Boole. complément. L'algèbre de Boole. L'algèbre de Boole. C'est l'autre, égal à X. Non. Là, vous devrez voir Ça me reste. Ouais. Le plus, c'est le O. Donc, si j'ai X Mhm. à 1, Mhm. on dit 1 ou le complément Ou de zéro. 1, c'est 0. Donc, 1 Ah. ou 0, c'est 1. Voilà, c'est 1. Ça veut dire, je viens de l'éliminer. Pourquoi je viens de l'éliminer? Parce que j'ai E3 et E2 bar et E1 bar et 1. Le 1, il ne va pas influencer, c'est ça? Ouais. Ouais, voilà, ça veut dire que je viens d'enlever cette variable. Quelle variable qu'on a enlevée? C'est la variable? C'est la variable E0. C'est la variable E0, très très bien. Alors ça c'est bien connu en algèbre de Boole, cette opération qu'on vient de faire. Je vais la trouver dans le livre. Dans le livre, il y a des règles dans l'algèbre de Boole. D'accord. Je ne me rappelle pas, c'est le chapitre 2. C'est le chapitre 2. Il y a la table des règles. Ça c'est le chapitre 4, chapitre 3. Chapitre 2. Boolean Algebra. Voilà. Voilà, on a les règles. Voilà, il y a plusieurs. Il y a une quinzaine. Il est 13. En principe, il y en a 13. Des axiomes plus des théorèmes. Sur quelle page? Là, je suis dans le livre Sur le livre, oui. C'est la page sur PDF. Hein, c'est la page en principe 87. C'est pas c'est la page du PDF. Hein, c'est 87 sur PDF. C'est 62 sur le livre. « 62. 62. Gaussian minimization. Oui. C'est la page 62 dans le livre ou bien 87 sur le PDF. Je ne sais pas quel PDF vous avez téléchargé, je ne sais pas ce que c'est le. En tout cas, c'est C'est Digital Design and Computer Architecture. Second Edition. Second Edition. Voilà, en principe 62 c'est Boolean Theorem of One Variable. C'est ça? En tout cas, je suis en train de visualiser la page sur YouTube. Vous pouvez la voir? Est-ce que c'est la même ou pas? Vous avez pris Second Edition, c'est ça? Du livre. Ah ouais, non. Second Edition. Ah, il faut chercher le Second Edition. Ah ouais, mais je me suis trompé de téléchargement. Parce que j'ai plusieurs liens. Il y a plusieurs. Il y a le première édition. La première édition, elle est disponible. Non, mais sur la page 59. Mal, Boolean theorems of several variables. Ça me fait, voilà, c'est ça. On va voir cette table. Alors, sur la table, il y a l'opération qu'on vient juste de faire. Elle est dans, vous allez la trouver sur, c'est T en principe, si c'est la même chose, c'est T10. T10 et T10 prime. Combining. Ouais. Voilà, c'est B fois C ou B fois C bar. Nous, c'est le B, c'est E3, E2 bar, E1 bar. Ça, c'est B. Le C, c'est le E0. E0, très très bien. Voilà, on fait sortir le B et le C et C bar, ils vont s'annuler. Cette formule, c'est la formule de base de la table de Carnot. Cette formule, c'est la formule de base. Elle nous permet d'éliminer la variable en exécutant cette formule. Est-ce que vous avez compris globalement? Ah, je l'ai compris, oui. C'est bon. Voilà. Ça veut dire on avait deux 1 qui étaient voisins
Nous aussi, on sait que lorsque deux uns dans la table de Carnot, par la disposition de la table de Carnot, si les deux uns sont voisins, c'est sûr qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Des éléments en commun. Des éléments en commun et il n'y a qu'une seule variable qui change. C'est ça le plus important. Voilà, une seule variable qui change. Exactement. Voilà, c'est notre. On dit que, on ne peut changer qu'un seul bit d'une colonne à une autre ou bien d'une ligne à une autre. Voilà, ça veut dire que s'il y a deux voisins, la différence est dans un seul bit. S'il y a deux voisins, ça veut dire, s'ils sont voisins, ça veut dire que la différence entre eux, c'est sur un seul bit. D'accord. Voilà, là, sur la table, on peut directement déduire c'est quel bit qui a été changé sur la table, si on voit sur la table. Là, si on voit par exemple E3 sur la table de Carnot, c'est dans la page 7 de mon cours, du cours. Le 8 et le 9. Le 8 et le 9. Voilà, les deux voisins, le 8 et le 9. On a le E3, E2, c'est 10, c'est ça? C'est ça? C'est ça, oui. Oui. Et le 10 et le E1, E0, c'est sur le 8, c'est 0, 0, sur le 9, c'est 0, 1. Voilà, on vient de déduire le bit qui vient de changer. C'est le E0. C'est le 0. On l'a vu sur les formules et on vient de le voir visuellement sur la table. Sur la table. Voilà, s'il y a de 1 sur le voisinage, on applique directement la formule de T10 et on élimine la variable qui change. Voilà, c'est ça le principe de la table de Carnot. Voilà. Là, comment on fait la sommation, comment on fait les ensembles, comment on réunit par exemple les termes. Là, on les réunit par rapport au voisinage, premièrement, et deuxièmement, on réunit par rapport à la puissance de 2. Par exemple, on ne peut pas, par exemple, faire une succession, par exemple, une colonne de 3 à 1. Ça doit être à la puissance de 2. Par exemple, je peux faire un ensemble sur 2 1, ou bien 4, ou bien 8, ou bien 16. Je ne peux pas prendre d'autres valeurs. D'accord. Je ne peux pas, par exemple, prendre 3, 5. Il faut que ce soit une puissance de 2. Ça doit être une puissance de 2. Ça, c'est une condition. Ça, c'est une condition. D'accord. La deuxième condition, c'est que la deuxième règle dans la table de Carnot, c'est que la table de Carnot, elle est circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est circulaire? Ça veut dire que la dernière colonne, elle est voisine de la première colonne. Première colonne. Voilà. La première ligne, les voisines de la ligne. De la dernière ligne, très très bien. Voilà, ça c'est la deuxième règle. La troisième règle, c'est que lorsqu'on prend un cercle, lorsqu'on prend par exemple c'est pas un cercle, comment on appelle ça? Un ensemble, lorsqu'on prend un ensemble des uns, on essaie toujours de prendre le maximum de 1. Par exemple, j'ai une succession de 4 1. Je ne peux pas prendre 2 2. Je prends les 4. C'est plus optimal. Parce que vous allez voir. Pour avoir un minimum d'éléments. D'éléments. Parce que lorsque je prends 4, j'ai plus de bits qui vont changer. Et chaque bit qui change dans la table de Carnot, je l'élimine. C'est une minimisation. C'est une minimisation. Va être minimisé. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire aussi? Tous les uns doivent être dans des ensembles. On ne devrait pas trouver un qui n'appartient pas à un ensemble. Les ensembles doivent couvrir tous les uns. Allô? Oui, voilà. Je suis en train de suivre. Voilà, très bien. Les uns doivent tous être couverts. Les zéros ne doivent pas entrer dans les cercles, ça c'est sûr. Et en plus, c'est que chaque ensemble dessiné, il va représenter un min-terme. Par exemple, sur notre table, il y a combien de cercles? Il y a combien d'ensembles? Il y en a 4. Voilà. Si vous allez lire, vous allez trouver 4 min-termes, 4 termes. Après la minimisation, vous allez trouver 4 termes. Si vous faites par exemple un ensemble de 2 1, vous aurez un terme de 3 variables. Si vous faites un ensemble de 4 1, vous aurez un terme de 2 variables. Si vous faites par exemple de 8, vous aurez un terme de 8 par exemple. 8. 8, vous aurez
un terme de un variable. À chaque fois, à chaque puissance, vous allez enlever une variable. À chaque puissance, j'enlève 1. J'enlève une. Donc 8, c'est 2 à la puissance 3. Donc, et comme 4 variables, donc ça. Et donc, je fais 4 moins 3, ça fait 1. Donc, Ouais. Hein? j'aurai une variable. Très très bien, 16. Ça c'est un piège. Ça c'est une question piège, il faut réfléchir. C'est possible. Si, on peut. On peut avoir 16-1. Donc 16-1, ça sera toute la table qui est A1. Oui. Toute la table de Carnot qui sera A1. La fonction de réduction serait alors? Serait donc? Je ne sais pas. Ce serait, on imagine par exemple, on a la table de Carnot, tous des 1. On va faire une seule. Tous des 1. On va faire un ensemble qui va couvrir les 16. C'est ça? D'accord. Oui. On cherche les variables qui changent. On va voir les colonnes. Toutes les variables changent. Toutes les variables. Ça veut dire qu'il ne reste aucune variable à la fin. Aucune variable, oui. Je vais écrire A2, E3, E2, E1, E0 est égal à? Ensemble vide. Est égal, non. Logiquement. Quelle que soit l'entrée, il va me retourner la valeur? La valeur 1. 1, voilà, je vais écrire 1. A2, E3, E2, E1 est égal à 1. Est égal à 1. Il n'y a pas de variable, oui. Il n'y a pas de variable. Voilà, c'est littéral 1. C'est la constante ou bien la valeur 1, directement. D'accord. Voilà. Il y a le complément. Il y a la table de Carnot pour les fonctions conjonctives. Et c'est exactement l'inverse. L'inverse, c'est quoi? Ça veut dire que on va encercler les zéros. Les zéros, oui. Et dans cette table, on va utiliser le théorème T10'. T10', dans lequel c'est la même chose, c'est l'inverse. Donc, on va prendre les éléments qui changent. Les éléments. Par rapport Très bien, par rapport au max terme. Ici, c'est par rapport au max terme. Par rapport au max terme, oui. Très bien. On a le max terme qui s'écrit de cette manière. C'est par exemple E3, par exemple, plus E2, plus E1, et ainsi de suite. Fois le deuxième, la même chose. Je vais faire exactement la même chose. Je vais voir les variables qui ne vont pas changer. Je vais les faire sortir comme facteur en commun. Et les autres, ça va être un 0. Ça va être E, par exemple, dans notre exemple, ça va être par exemple E0 bar ou. C'est pas le ou, c'est pardon, le et E0. Ça donnerait quoi? Ça donnerait un 0. Un 0, oui. Voilà. Un 0 avec le et, ça va? Ça va donner un 0. Ça va donner un 0. Ça va pas changer, puisque notre fonction, c'est de chercher le 0. Le 0, oui. Voilà. C'est complètement l'inverse. Voilà, ça, c'est les tables de Carnot. Et il y a deux possibilités dans la simplification. Parfois, on utilise les tables de Carnot, parfois, on utilise la simplification algébrique. Lors de l'utilisation de la simplification algébrique, on doit faire le développement algébrique des expressions en utilisant les règles algébriques. Les règles algébriques, c'est les règles décrites dans la table, dans les tables, dans le cours. Voilà. Je crois que... Voilà, après ça, après avoir eu la fonction réduite, on passe vers logigramme. Logigramme, c'est assez facile en principe. Ah, c'est facile. Une fois avoir la fonction minimisée, donc la réalisation du logigramme, elle est facile. Elle est très facile. On doit juste implémenter. Voilà, par exemple, si on va dans la page 8, on peut voir. Mais je vous pose une question. Oui. Azouz. Oui. Donc là, lorsqu'on utilise le logigramme,
Donc, là, c'est pas précis le fan out ou bien le fan in. Là, c'est le fan-in, il est très simple. Les fan-in, par exemple, je peux utiliser, par exemple, dans les fan-in des portes N, c'est 3. C'est ça? C'est trois, oui. Au lieu de- Hmm. Mais est-ce qu'on peut être confronté, par exemple, à un problème où il impose, par exemple, Hmm. que ce soit le fan in 2 dans Hmm. notre cas, comme Oui, ça. oui, c'est sûr. Dans le cas réel, c'est sûr que les fan-in et les fan-out sont réels. Là, c'est théorique. On peut choisir le fan-in qui nous convient et le fan-out qui nous convient. Le fan-out, il n'a pas de limite, c'est illimité. Parce qu'on est en théorique. Mais en pratique, c'est autre D'accord. Donc, chose. sur le plan théorique, on parle pas. Sur le plan théorique, on prend le plus optimal, on dessine directement. Mais vous pouvez trouver des exercices où le fan-out et le fan-in sont exigés. D'accord? Parce que dans le cas réel, c'est ça. Le cas réel, c'est que vous avez généralement les fan-out, c'est égal à 2. Il n'y a pas 3, généralement. D'accord. Les composants, ils doivent être choisis en correspondance avec le fan-in et le fan-out. Très bien. Voilà. Voilà, je pense qu'on devrait s'arrêter ici. Mais il y a des choses là. C'est vrai que j'ai rushé, j'ai un peu accéléré sur la table de Carnot et la simplification algébrique. Les deux sont assez lourds, mais il faut bien les comprendre. Ah, il n'y a pas de problème. J'ai juste pour s'assurer pour bien comprendre. J'ai une série d'exercices. Vous allez voir que dans J'ai pas, ouais, je les ai téléchargés. ouais. Avec la solution, le tout. Vous pouvez vous exercer. Ah. Non, j'ai essayé de le télécharger. Je me Ouais. suis dit, si j'arrive à terminer le document, le cours, je vais passer à résoudre les exercices sans faire recours à la solution. Ouais. Mais malheureusement, j'ai pas eu le temps. معلش Ouais. mais il faut bien comprendre ça, c'est évident, c'est important. La table de Carnot, ça doit être maîtrisé, et la simplification algébrique aussi. La simplification algébrique, il y a les exercices, ou bien sûr il y a le livre. Le livre, il explique très très bien, Ah, il est le excellent. livre, ouais, il est excellent. J'ai lu pas mal de passages et Oui, vous pouvez par mais, exemple... mais, Oui, mais au début, je dois prendre un peu de temps parce que je fais une lecture directe. Je fais pas la traduction pour comprendre. Donc, أني نقرأ et j'essaie de comprendre en même temps, en anglais. Donc, oui, ouais. sans passer la traduction en français, à savoir est-ce que la sémantique elle est bonne ou là, non. C'est pratiquement la même chose. Moi, puisque ça c'est mon livre de référence. La traduction, c'est exactement la même. C'est les mêmes termes qui sont. C'est les mêmes termes. C'est les mêmes termes. Mais généralement, je ne traduis même pas les termes. Je les laisse comme ils sont. Je les laisse en anglais. Je les traduis pas. Comme par exemple. Après, les termes techniques, ça peut passer, pas de problème. Ça va passer. Moi aussi, j'ai pas traduit. Je lis directement. Mais c'est mieux, c'est mieux. C'est Comme mieux. ça, on améliore un peu l'anglais. Bien sûr, bien sûr. Ah, c'est la base. Ça, c'est la base. Ah, Les meilleurs livres, les meilleurs livres, c'est en anglais. Les meilleurs livres, c'est en anglais. c'est en anglais. C'est en anglais. Ça, c'est le meilleur livre, apparemment, votre domaine. Par rapport à notre travail. Ça, c'est le meilleur livre qui existe. Ah, ça, il arrive à bien expliquer la micro-architecture. On va voir ça, c'est quoi la micro-architecture, les circuits combinatoires, les circuits séquentiels. Voilà, le plus important, c'est que, voilà, pour bien comprendre, pour approfondir, il y a le chapitre 2. Le chapitre 2, c'est dans 2.2, Boolean Equation, et 2.3, Boolean Algebra. Algebra, ouais. Voilà. En principe, les autres, c'est pas le. Voilà, From Logic to Gates. Ça, c'est très facile. From Logic to Gates. C'est ce qu'on vient de faire maintenant. C'est comment on passe d'une formule vers le logigramme. Le logigramme. Ouais. Il y a par exemple le multi-level combination logic. Ça, c'est un format de conception standard de. C'est comme un standard pour dessiner les circuits. C'est exactement ce qu'on a fait.
Voilà, c'est عنده le format هذا. Il a ce format. Ça veut dire que les entrées sont de haut. À chaque entrée, tu vas faire l'entrée directement et tu vas l'ajouter, tu dois lui ajouter l'inverse, son inverse. L'inverse, le complémentaire. Voilà. Et à droite, vous allez faire une rangée de end. Et ces end, ils vont tous converger vers un OR final. Un or, finalement. Voilà, ça on appelle ça les circuits à deux niveaux. Ils contiennent deux niveaux. Les deux niveaux, c'est les AND et le OR. Et les or. Et il faut savoir que le nombre de niveaux est très important dans la conception, dans l'étude temporelle. Les niveaux, avec les niveaux, vous pouvez calculer rapidement la vitesse de la transmission du signal. Par contre, si vous avez... Azouz, Oui. une question. Oui. Donc, les niveaux sont définis par le nombre des portes. Non, C'est ça. non, c'est lorsqu'un signal il se propage de l'entrée jusqu'à la sortie, combien il va passer par porte. D'accord. Voilà. Donc, le complément, il n'est pas comptabilisé. Le complément est un peu comptabilisé. Mais là, on dit au maximum, là, lorsqu'on calcule le temps, on dit que le maximum, il va prendre 3 portes. Le chemin le plus long, il va prendre 3 portes et le calcul devient beaucoup plus facile. Contrairement lorsqu'on prend une formule qui n'est pas standard, par exemple, et on dessine le schéma qui n'est pas standard, on aura plusieurs niveaux. Là, le calcul devient compliqué. Complexe. Il devient complexe. Voilà, mais c'est pas si important que ça de comprendre. Ça c'est bien connu, multi-level combinational logic. Ça c'est la méthode la plus utilisée parce qu'elle simplifie grandement le calcul temporel. D'accord. Après c'est hardware reduction. Voilà, hardware reduction il faut le lire aussi. Là il va parler. Ah non. Reduction, il va parler de bubble portion. Là, on n'a pas besoin de ça. C'est sur quelle page? Je suis dans la page. D'accord, c'est juste après. C'est juste après. D'accord. Hardware reduction, ça, c'est pas important. C'est pas important. X and Z. Z, je l'ai expliqué. Là, on va le faire ensemble. Ça, c'est assez complexe. On va pas le faire. Le X, c'est la contention. C'est le court-circuit. Le X ici. Le 2.6. Ah, 2.6. Le X, c'est le court-circuit. Le Z, c'est la valeur flottante. C'est la valeur flottante. Floating value, Z. Le signal n'est pas branché, le fil n'est pas branché. Bubble portion, illegal value, floating value, Carnomap. Voilà, Carnomap, il faut la lire. Carnomap, il faut la lire. Voilà, là, il va vous expliquer. Ah, il explique bien la table de Carnot. Circular thinking. Logic minimization with CAMAP. Après, on va voir, la séance prochaine, on va voir le downscale. Downscale, on va utiliser pour encore plus réduire. D'accord. Le downscale, c'est normalement dans notre cas, les segments, c'est les valeurs de. Je n'ai pas entendu. C'est ça. Je n'ai pas entendu. Votre micro n'a pas. Ah, d'accord. Ouais. Le downscale, ça parle par exemple dans notre cas. De l'afficheur à 7 segments, les valeurs de 10 à 15. Très bien. Ça, les downscale sont les valeurs qui n'ont pas qui sont impossibles, qu'on appelle impossibles en entrée. C'est les downscale. D'accord. Voilà, globalement, c'est ça. Voilà, en principe, c'est ça. D'accord. Pour la réduction à Azouz, je commence à. Vous commencez avec les points qu'on vient de voir. D'accord. Voilà, ça veut dire. Donc la structure donc je commence avec le chapitre 1, c'est le combinatoire. Oui. Et je fais une petite introduction et après je fais l'énumération des points déjà vus. Des points déjà vus. Voilà, on avait vu par exemple la définition d'un circuit combinatoire, il faut le faire. Ça, c'est le premier point. D'accord, mais c'est Mahazous. Oui. Donc, le chapitre 1, ça sera uniquement des définitions. C'est le chapitre théorique. C'est à l'état de l'art. Ça veut dire qu'on doit prendre les connaissances théoriques pour construire et décrire un circuit combinatoire. C'est juste, il n'y a pas d'information pratique sur notre projet.
D'accord. Donc uniquement des définitions et des Des références définitions, sur des livres ou bien des liens. des livres bien de. D'accord. S'il y a par exemple des définitions de quelques savants, là, c'est encore mieux. De personnalités scientifiques, c'est encore mieux. Sinon c'est pas, c'est les livres, c'est les, voilà, généralement c'est les livres, C'est les généralement livres, bien sûr. les meilleures références c'est les livres. Voilà, pour l'instant vous avez, on va énumérer les points. Vous avez par exemple l'introduction, la conclusion, on va pas en parler, c'est bien connu. C'est bien sûr. Vous avez la Donc, définition. c'est ça, bon, l'introduction générale. Ah non, je parle Donc, du chapitre, du chapitre. l'introduction qui concerne le chapitre. Chaque chapitre il a une introduction, conclusion. Bien sûr, hein, Ouais, bien sûr, oui, ouais. je sais. Donc, on va pas parler de l'introduction et de la conclusion. On va les laisser à la fin, jusqu'à ce qu'on termine le chapitre. Le chapitre, d'accord. Voilà, le premier point, c'est définition d'un circuit combinatoire. Deuxième point, c'est les portes logiques. Troisième point, c'est les 5 méthodes de conception des circuits combinatoires qu'on vient de voir juste maintenant. D'accord. Voilà, c'est la conception. Quand vous voulez, vous voulez les faire en 5 points, ou bien comment concevoir la conception des circuits combinatoires. Ah, je vais développer ça. Je vais trouver une manière comment développer les points. Voilà, ce sont les points. Alors, y a-t-il des questions? Euh, أنا j'ai tellement